Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Philippe Gosselin. Bonjour Philippe Gosselin. Bonjour. Vous êtes député LR de la Manche, vous êtes secrétaire de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Je précise que vous êtes député depuis 2007, c'est bien ça ? C'est bien ça. De la Manche. Et vous êtes le responsable du parti Les Républicains pour ce département. Vous ne vous êtes jamais caché, c'est le moins qu'on puisse dire, de votre catholicisme pratiquant, nous en reparlerons, depuis même le combat contre la loi Savary en 86 jusqu'à la fronde contre le mariage pour tous. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Laurent de Boissieu pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Damien Le Boulanger pour RCF. Bonjour. C'est Laurent de Boissieu qui vous pose la première question. Le président de votre parti, Les Républicains, Nicolas Sarkozy, a été mis en examen. Est-ce que le fait d'être mis en examen remet en cause, selon vous, sa présidence du parti, d'une part, et d'autre part, une éventuelle probable candidature à la primaire et ensuite à la présidentielle s'il l'emporte? Alors, deux choses. Pas juridiquement, mais politiquement. Non, j'entends bien. Bon, on rappellera quand même la présomption d'innocence, et c'est pas être langue de bois que de le rappeler, réellement. On rappellera aussi qu'il ne s'agit pas de détournement de fonds personnels. C'est des petits points qu'il est important de rappeler. Ceci étant, puisqu'on est sur l'aspect politique et non pas juridique, il n'y a pas d'incompatibilité en tant que telle. Rien n'interdit à quelqu'un qui est mis en examen de se présenter. Maintenant, clairement, je ne vois pas comment on pourrait considérer une mise en examen comme une bonne nouvelle, quel que puisse être le candidat. Donc je pense que c'est un petit caillou dans la chaussure. Le problème, c'est que les petits cailloux ont tendance à s'additionner, si je puis dire. Est-ce que c'est un caillou qui va empêcher Nicolas Sarkozy de prendre ce chemin-là, justement? Un petit caillou, c'est une pierre. Une pierre, ça devient un petit tas de cailloux, et le petit tas de cailloux, il va falloir le contourner. C'est le principe du caillou dans la chaussure, effectivement. Au début, ça gêne un peu, sans empêcher de marcher, et puis il arrive un moment où l'ampoule est telle qu'on est obligé de se poser et de laisser filer. Ce moment n'est pas encore venu. Non, on n'en est pas là. Et puis il est possible que ce moment n'arrive pas. Il y a un ensemble, c'est des faisceaux d'indices qui convergent ou qui ne convergent pas. Là, en l'espèce, c'est vrai qu'on a un désir dans l'opinion publique qui est quand même pas si extraordinaire que ça. On a d'autres candidats aux primaires. C'est une forme de litote, c'est ça? Écoutez, oui, c'est une forme de litote, parce que chez les militants, le désir de Sarko est encore très présent, mais un peu plus largement, et on peut faire le test chez soi, en famille, avec des artisans, des commerçants, des professionnels, etc. Il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement construit. Alors ça peut venir. Donc ce faisceau fait que, à un moment donné, il pourrait peut-être ne pas y avoir de candidature aux primaires si il devait y avoir un atterrissage compliqué. On n'en est pas là, mais c'est un risque, sans doute. Très bien. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, toujours à propos de cette mise en examen, certains, surtout dans ses proches, disent qu'il y a une espèce d'acharnement judiciaire. Vous en pensez quoi? Non, écoutez, la théorie du complot, de l'acharnement judiciaire, franchement, j'y crois pas un seul instant. On a une campagne présidentielle qui a coûté cher, très cher, peut-être trop cher. Je ne vois pas où serait l'acharnement judiciaire. Il faut que la clarté, la lumière soit faite. Et la théorie du complot, la victimisation, je crois qu'il faut qu'on évite tous ça. Et je pense que le président des Républicains a intérêt à ne pas tomber dans ce discours qui est quand même pas trop crédible. Il ne s'agit pas d'enfoncer qui que ce soit. Moi, je respecte tous les membres de ma famille. Il faudra se retrouver de toute façon. Donc, on n'a pas intérêt à jeter l'anathème, mais il ne faut pas non plus faire prendre des vessies pour des lanternes. D'accord. Damien Le Boulanger, RCF. Vous évoquiez cette hypothèse que Nicolas Sarkozy, selon l'évolution de tous ces dossiers, puisse renoncer à la candidature aux primaires. Certains disent que ça pourrait nuire aux autres candidats aux primaires, sachant qu'ils sont nombreux, c'est 8 actuellement, bientôt 11, sachant que beaucoup se positionnent par rapport à Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous partagez cette idée que si Nicolas Sarkozy n'est pas aux primaires, ça biaise un petit peu la situation? Nicolas Sarkozy représente une vraie sensibilité, d'une forme de droite décomplexée. Il faut lui reconnaître aussi, franchement, une niaque assez extraordinaire que, je pense, beaucoup d'autres candidats n'ont pas. Il y a cette personnalité qui est assez singulière, qui est clivante, bien sûr. C'est un avantage ou c'est un inconvénient d'être clivant aujourd'hui ?
Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est plutôt un inconvénient parce que c'est le paradoxe d'ailleurs, l'envie d'avoir des gens qui sont droits dans leurs bottes, qui ont des convictions profondes et bien chevillées, une vraie colonne vertébrale, et en même temps, on sent bien qu'il y a une envie quand même d'arrondir un peu les angles. Donc aujourd'hui, c'est sans doute une difficulté, et c'est vrai que si Nicolas Sarkozy ne devait pas se lancer dans la primaire, ce qui n'est encore pas fait, loin s'en faut, redisons-le, il y aurait sans doute des cartes de rebattus, et je pense qu'on pourrait voir des candidats aujourd'hui un peu plus effacés revenir, d'autres peut-être descendre un peu. Donc oui, ça rebattrait clairement les cartes, bien sûr. Laurent de Boissieu, La Croix. Dans ces cartes rebattues, quelle pourrait être la place d'Hervé Mariton, dont vous êtes proche plutôt? Est-ce qu'il peut peser plus que les 6% qu'il avait obtenus au sein du parti, l'UMP? Écoutez, moi je pense que la poursuite d'un résultat pour être présent au second tour en ce qui concerne Hervé Mariton est quand même un peu illusoire. J'en suis proche, j'apprécie sa façon de décortiquer, je le soutiens, il n'y a pas d'ambiguïté, mais Hervé Mariton est aussi un garçon réaliste et on n'a pas la prétention d'arriver à 25 ou 30% comme ça. Bon, ceci étant, je pense qu'il a réellement des idées. On est d'accord ou pas avec ses idées, mais il y a des propositions qui sont cohérentes. Il est, par exemple, pour le droit du sang. Ça peut surprendre aujourd'hui, mais c'est très cohérent par rapport à ses positions sur la déchéance de nationalité. C'est cohérent par rapport à ses positions sur la naturalisation. Donc voilà. Il y a des choses intéressantes sur la politique du logement, l'aide à la pierre ou l'aide aux individus. C'est un vrai débat. Il s'agit de laisser personne sur la touche, mais est-ce qu'on aide la pierre, les logements, on construit, ou est-ce qu'on aide les individus? Vraie question. Donc je pense que plus ces idées seront sur la place publique, plus il sera à même, dans le cadre de primaires, d'aller chercher des électeurs, puisque les gens pourront se déterminer, se mobiliser en fonction de ce qu'ils entendront. Donc, vous l'avez bien dit au premier tour. Pour le second tour, vous ne vous prononcez pas encore. Écoutez, pour le second tour, on verra bien. Et moi, je le dis très clairement. Au second tour, comme je l'espère, la quasi-totalité des responsables, des élus et des militants des Républicains, j'espère que nous serons comme un seul homme derrière le candidat qui aura été désigné par les primaires, parce qu'il n'est pas question qu'on puisse se diviser et ne pas se retrouver. Les coups peuvent être rudes, ils le seront peut-être, mais n'oublions jamais que nous sommes dans la même famille politique, au-delà de nos petites bisbilles et sensibilités. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, on disait tout à l'heure, vous êtes fortement engagé contre la loi Taubira. Ce problème n'est toujours pas tranché chez les Républicains. Quel est votre sentiment à vous? Il faudra la détricoter, cette loi? Que faut-il faire? Le mariage pour tous. Écoutez, moi je crois qu'il faudra effectivement détricoter. Alors je sais bien qu'on s'est un peu étripé, pour parler trivialement, sur les termes d'abrogation, réécriture, etc. Nicolas Sarkozy est revenu sur une promesse. Là, c'est carrément autre chose. En ce qui concerne Nicolas Sarkozy, c'est plus la sémantique. On détricote, on refait autrement, etc. C'est carrément, je le dis sincèrement, un abandon d'une promesse. Moi j'étais dans la salle le jour où il y a le meeting de Sens commun, je faisais partie de ceux qui intervenaient. La salle était effectivement chaude, généreuse. Il ne s'est pas laissé aller ce jour-là, non? Personne. C'était une position. Écoutez, s'il s'est laissé aller, je rappelle qu'il a quand même été président de la République. Là, il n'était pas aux responsabilités, certes, en tant que tel, mais j'attends d'un futur candidat qu'il ait un peu la maîtrise de ses convictions et de ses propos. Donc, si c'est une maladresse au mois de novembre 2014, c'est plutôt fâcheux. Si c'est de la stratégie, c'est pas très convaincant. Et honnêtement, ça ne me convient pas. Bon, moi, je préfère des gens qui ont des convictions très différentes des miennes, mais qui s'y tiennent, parce qu'ils ont une cohérence, un peu de colonne vertébrale, plutôt que ceux qui, du jour au lendemain, bien souvent changent et bien folles qui s'y fient. Alors, pour revenir à la question d'Alain Baron, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Je reviens. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qui choque toujours énormément de gens, c'est le terme de mariage. C'est pas tant l'union de même sexe. On est au XXIe siècle. Je crois que beaucoup plus de gens qu'on ne le pense peuvent comprendre qu'il y a un besoin de protection d'un conjoint. Est-ce qu'on était obligé de faire un mariage pour ça? Moi, je dis non. Une union civile, une alliance, comme dans d'autres pays, suffirait, je crois, réellement. En revanche, il y a un point essentiel qu'il faut qu'on mette en avant et qu'on continue de mettre en avant. Pour moi, c'est le vrai
vraiment le cœur du sujet, c'est la filiation. La filiation, ça veut dire donc l'adoption, la PMA et les mères porteuses, la gestation par autrui, même si on dit parfois pour autrui, c'est bien par autrui. Et là, il y a vraiment matière à travail et à rassembler. On voit des bonnes volontés. Politiques. Au-delà des clivages politiques, et je signalerai une initiative de Laurence Dumont, de Madame Agazinski, et j'avais déposé une proposition de loi dans ce sens aussi il y a déjà quelque temps, sur l'abolition universelle de cet esclavage du XXIe siècle. Et donc, je crois que les hommes et les femmes de bonne volonté peuvent se retrouver, et j'espère que mon propre parti, les candidats à la primaire, sauront mettre en avant des éléments de ce type. En tout cas, moi, j'en ferai un élément fort de conviction. Damien Le Boulanger, RCF. Justement, Philippe Gosselin, ce week-end a été présentée la charte au sein du Conseil national des Républicains, une charte portée par Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous vous y retrouvez, sachant que certains candidats aux primaires se sont déjà positionnés en disant « nous, on ne sera pas obligé vis-à-vis de cette charte si on est élu à la primaire ». C'est toute l'ambiguïté. Vous voyez, toute l'ambiguïté, Nicolas Sarkozy a fait le pari de prendre de l'avance en prenant le parti et en réalité, il n'est pas si sarkozyste que ça, le parti. On l'a vu avec le résultat à la présidence du Conseil national, 45% pour Michel Alliot-Marie, qui est arrivé un peu comme ça à la dernière minute, même si on lui connaît du talent et des convictions, face à Luc Châtel, qui était le candidat désigné. Bon, pour vous, c'est une défaite dans cette victoire ? Oui, d'une certaine façon, c'est une défaite dans la victoire. Eh bien, c'est un peu la même chose, et je réponds à votre question. Vouloir à tout prix boucler le programme un peu au forceps, en accélérant le processus, c'est pour moi voué à l'échec. On doit avoir des bases communes. Et je crois que quand on est aux Républicains, quand on est dans l'opposition, on a des bases communes, forcément. Mais après, comme toujours, le diable est dans le détail, si vous voulez. Et c'est chaque candidat, je vous parlais d'Hervé Mariton, mais on pourrait citer évidemment tous les autres, c'est chaque candidat qui va porter dans le débat public, qui va susciter dans le débat public des commentaires, des opinions, des propositions, et c'est l'ensemble de ce débat qui sera et devra être porté par le candidat, donc et pas simplement le mouvement politique. Quel est le point sur lequel vous avez tiqué justement dans cette charte ? Aujourd'hui, je n'ai pas un point en particulier qui me fasse tiquer. Je crois qu'encore une fois, chacun d'entre nous peut se retrouver globalement dans les idées. Enfin, quand on est sur les droits, les devoirs, sur la décongestion de notre société, lui donner plus d'autonomie, quand on en est à ces mots-là, honnêtement, chacun se retrouve. Encore une fois, concrètement, que mettons dedans ? Et un projet politique se doit d'être global, donc il y a des pans entiers qui n'y sont pas. Moi, j'attends des éléments sur les questions de société, mais pas seulement. C'est aussi la défense, c'est aussi la souveraineté, c'est aussi l'Europe. Bref, un projet politique global, ce qui n'est pas encore le cas. Une dernière question d'Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, ce qui est embêtant, c'est que justement, chez les Républicains, on a l'impression qu'il y a beaucoup de sujets qui ne font pas consensus. Vous êtes vous-même opposé à la constitutionnalisation de l'état d'urgence. Ce n'est pas le cas pour tous vos collègues de... C'est vrai. Ça fait un peu désordre, non ? Écoutez, on a une décision du bureau politique des Républicains qui souhaitait à une très très large majorité, simplement quelques voix dissonantes, dont celle de Nathalie Kosciusko-Morizet, d'Hervé Mariton et quelques autres, il y en avait 6, qui voulaient cette constitutionnalisation et cette déchéance de nationalité. Très bien. Moi, je fais partie de ceux qui, dès le départ, ont dit pourquoi pas changer le texte si la révision est intéressante, mais si elle apporte quelque chose en plus. En réalité, juridiquement, on se rend compte que la constitutionnalisation est plutôt un leurre, que la majorité elle-même a beaucoup de mal à se mettre d'accord. Je rappelle que le vote à l'Assemblée, c'est quand même 40% de députés de la majorité qui n'ont pas suivi. Et chez nous, c'est 74 députés. Tout le monde est divisé. Tout le monde est divisé, mais moi je considère, puisque juridiquement on n'a pas besoin de réviser la Constitution, eh bien faisons autrement. La modification du Code civil est possible. Faisons la modification du Code civil. Et puis ne faisons pas croire non plus que cette déchéance serait l'alpha et l'oméga. Là aussi on fait, je trouve, prendre un peu des vessies pour des lanternes à nos concitoyens. Moi j'attends des mesures concrètes
ne s'agit pas de tomber dans l'angélisme, il faut qu'on soit fort. Les démocraties ont besoin de se défendre, c'est clair. Nous sommes en guerre, même si les termes sont parfois discutés, parce qu'ils reconnaîtraient la qualité de vrais combattants en face. Bon, on est dans du terrorisme, nous sommes fragiles, nous devons nous défendre. Pour autant, une déchéance de nationalité, ce n'est pas une mesure en tant que telle de protection. Ce n'est qu'une peine et accessoire, même si elle est symbolique. Une toute dernière question brève de Laurent de Boissieu-Lacroix. Oui, j'entends bien votre position au fait qu'on le mette dans la Constitution, la déchéance et l'état d'urgence, mais est-ce que ça justifie d'aller jusqu'à voter contre et de donner donc d'éviter de ne pas donner le sentiment d'union nationale que souhaitait le président de la République sur un sujet si important? Écoutez, je crois que c'est le président de la République lui-même qui s'est mis un peu dans la nasse, disons-le tout de suite. Moi, je fais partie de ceux qui se sont levés, qui ont applaudi le président de la République. J'ai apprécié, je le dis franchement. Vous avez compris ce qui se passait sur le moment à Versailles ? Sur le moment, non, parce que le propos était quand même relativement flou à ce moment-là. Je rappelle aussi que le président de la République a reçu les chefs de parti le lendemain, le 14, qu'il n'a aucunement été question de cette révision, de la déchéance. Bon, pour tout dire, j'ai un peu le sentiment quand même que le président de la République a voulu faire un petit coup. C'est évident, tout le monde l'a bien compris. Moi, je ne cherche pas à rompre cette unité nationale. Mais encore une fois, ne nous faisons pas prendre des vessies pour des lanternes. J'ai voté la loi sur le renseignement dernière mouture. J'avais voté celle de l'automne 2014. J'ai voté la prorogation de l'état d'urgence, même si il va bien falloir en sortir de cet état d'urgence. Un état d'exception, ça ne peut pas être un état permanent. Mais donc je suis tout à fait aux côtés du gouvernement, du chef de l'État, qui est d'abord le président de tous les Français dans de telles situations. Mais on n'est pas non plus obligé de suivre et de jouer d'une certaine façon les supplétifs quand la majorité elle-même n'est pas convaincue. Très bien, nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Je rappelle que notre invité aujourd'hui est Philippe Gosselin, député LR de la Manche. Vous restez avec nous, à tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens. Notre invité aujourd'hui est Philippe Gosselin, député LR de la Manche et secrétaire de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Il est interrogé dans cette édition par Laurent de Boissieu pour La Croix, Alain Baron pour Radio Notre-Dame et Damien Le Boulanger pour RCF. C'est Alain Baron qui pose la première question. Oui, M. Gosselin, vous êtes élu d'un département rural. On sait qu'il y a un grave malaise en ce moment chez les agriculteurs. Il y a beaucoup de suicides, il y a des exploitations dans des situations catastrophiques. Le gouvernement a annoncé quelques mesures. Est-ce que c'est suffisant pour vous ? Philippe Gosselin. Non, honnêtement, ce n'est pas suffisant, mais il faut le dire aussi honnêtement, même si c'est un peu le plâtre sur la jambe de bois, c'est quand même pas si mal, et ce sont des mesures nécessaires, qui ne sont pas suffisantes, mais nécessaires. Baisser le niveau des charges, c'est important. Ça montre aussi, entre parenthèses, que le gouvernement a réellement pris cette fois-ci, je l'espère en tout cas, la conscience d'un défaut de compétitivité par rapport à nos voisins. Donc ça, c'est un point important. Maintenant, ça ne peut pas suffire. On est sur des mesures qui sont des mesures plutôt conjoncturelles, alors que la crise, elle est vraiment profonde, et surtout structurelle. Tous les responsables agricoles vous le diront. Donc il faut autre chose. Moi, je suis un peu en pétard contre le ministre de l'Agriculture. Non pas qu'il soit incompétent et qu'il ait toutes les manettes. On sait très bien qu'il n'a pas toutes les manettes, j'en ai bien conscience. Mais il a quand même tardé à se réveiller. Et depuis plus d'un an maintenant, le tour des capitales européennes aurait dû être fait pour trouver davantage d'alliés, pour amener à d'autres propositions. Écoutez, quand on a eu le sommet au mois de juin l'an dernier et que l'Europe a débloqué gentiment 500 millions d'euros pour l'ensemble de l'Europe, dont 63 seulement pour la France, honnêtement, c'est pas à la hauteur des enjeux. Mais plus profondément, je crois qu'on a une ambiguïté en France, mais depuis de longues années. Ça vise pas que ce président ou ce gouvernement. Je crois qu'on n'a pas remis à plat nos ambitions, nos objectifs pour l'agriculture française. On est resté dans une agriculture avec une image assez traditionnelle. On est tous des fils et filles de la terre, etc., etc. Mais c'est pas suffisant. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faudrait des états généraux d'agriculture. États généraux, mais surtout la volonté de replacer l'agriculture et l'agroalimentaire.
Ce sont vraiment les deux éléments liés au cœur de notre dispositif. On a un secteur industriel qui aujourd'hui a été fortement impacté par d'autres concurrences extérieures. Nous avons encore aujourd'hui en matière agricole des vraies compétences et il faut les reprendre, les mettre en avant et faire vraiment de cette agriculture et de l'agroalimentaire un fleuron national. Il y a des ambitions à reposer. Damien Le Boulanger. Est-ce à dire que la solution ne viendra que sur le plan politique ou au niveau commercial, entre les producteurs, les industriels et les distributeurs, il n'y a pas néanmoins quelque chose à faire, et particulièrement du côté des transformateurs et des distributeurs. Mais bien évidemment, moi je ne crois pas au grand soir agricole, si vous voulez. Il n'y a pas une réponse unique. Nous évoquions à l'instant les baisses de cotisation à la MSA, la Mutualité Sociale Agricole, c'est très bien. Il y a aussi les plans d'aide qui sont enclenchés depuis la fin de l'année, et honnêtement c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il y a aussi, bien évidemment, et nul ne dit le contraire, une vraie question sur la répartition de la valeur ajoutée aujourd'hui. Ça veut dire que les filières amont-aval sont aussi à revoir. Les salaisonniers, par exemple, ne jouent pas le jeu. On a aussi un certain nombre de membres de la grande distribution, de centrales d'achat qui tiennent le système. Et ça, c'est pas acceptable. Et qui tiennent les prix bas. Et qui tiennent des prix bas parce que le porc, par exemple, à 2,80, les côtelettes, le rôti, etc., est un produit d'appel. Mais en même temps, je crois qu'il faut se mettre en tête qu'aujourd'hui, tout ce qui est alimentation, au-delà d'une volonté de qualité, de niche qui existe, c'est devenu pour le grand public, très souvent une variable d'ajustement. Et pas simplement chez des gens qui ont des difficultés financières. Beaucoup de gens dans les familles sont aujourd'hui avec les portables, tout ce qui est objets connectés, les abonnements de ceci ou de cela, ça coûte très cher quand vous additionnez le tout. Et comme on ne peut pas jouer sur le logement, comme on ne peut pas jouer sur les déplacements, on joue un peu sur la nourriture. Donc, vous voyez, il y a un peu d'ambiguïté dans tout ça, et je me garderais bien de dire que c'est simple et il n'y a qu'à Faucon. C'est très complexe. Laurent de Boissieu-Lacroix. Jusqu'où, selon vous, faut-il aller dans la remise en cause de certaines règles européennes qui, de fait, empêchent une traçabilité, une transparence pour le consommateur qui ne sait pas forcément le porc d'où il vient quand il achète un produit fini, ou voir des appellations qui parfois sont un peu ambiguës, fabriquées en, c'est pas du porc français, ici, transformé. Il y a trop de flou. Il y a beaucoup de flou, et comme le disait Martine Aubry, quand il y a du flou, quand c'est flou, il y a un loup. Donc effectivement, il y a une question de traçabilité qui est indispensable. Aujourd'hui, on sait que la viande est française quand elle est à la découpe, etc. Maintenant, pour les produits transformés, type lasagne ou autre, ce que vous voulez, c'est pas clair. Donc il faut aussi qu'on ait une réglementation européenne qui soit très claire. Bruxelles s'y oppose. Aujourd'hui, la Commission européenne s'y oppose. Oui, mais c'est à nous de la travailler. Enfin, on voit bien pourquoi. Les industriels font aussi pression. Quand on est sur des produits transformés, quand on parle de minerais, de viande, quand vous voyez ces blocs de viande... Expression, non jolie expression, on voit bien que c'est vraiment du produit de matière première. Donc il faut qu'on puisse identifier, parce que les consommateurs veulent des produits pas trop chers, c'est évident, mais en même temps ils veulent de la qualité. Et il y a quand même un réflexe qui est là, parce qu'il faut le dire aussi, si les agriculteurs ont des difficultés aujourd'hui, ils font des produits de qualité. La traçabilité chez nous est exceptionnelle. La sécurité alimentaire est exceptionnelle dans notre pays. Il faut le rappeler. Et c'est tout ça qui devrait donner une nouvelle dynamique. Mais ça prend beaucoup de temps. Alain Baron, et on n'en a pas de trop. Alain Baron. Oui, toute autre chose, le gouvernement a lancé une réforme du Code du travail. Vous estimiez que c'était nécessaire ou c'est encore une réformette? Philippe Gosselin, est-ce qu'on va assouplir le Code du travail? Est-ce que vous le souhaitez? Écoutez, on a hier, ce matin, quelques bonnes surprises. La ministre a l'air de vouloir assouplir les choses. Je crois que ça va dans le bon sens. C'est demandé par beaucoup de partenaires. Alors évidemment, peut-être un peu moins certains syndicats de salariés. On voit bien aussi une partie de la majorité des frondeurs auxquels pourraient s'agréger d'autres par
parlementaires et élus monter en opposition. Certains crient à la macronisation de la société. On prête beaucoup à Macron. Je ne sais pas si sur son arche, il emmènera tout ça. L'arche de Noé qui est mort-née. Est-ce que vous allez voter, vous, ce code du travail assoupli? Il faut voir. Il faut voir si ça va dans le bon sens. Oui. Écoutez, on peut pas. Là, il faut aussi être crédible. On ne peut pas à la fois demander plus de flexibilité, plus de souplesse et systématiquement dire non sous prétexte que ça viendrait du Donc vous n'allez pas chicaner là-dessus? Il va falloir voir le contenu exact. Il faut voir, mais a priori... Il faut voir, mais ça, en tout cas, ça va plutôt dans le bon sens. D'accord. Damien Le Boulanger, RCF. Un autre sujet qui fait l'actualité actuellement, sorti suite à l'élocution du président de la République, concerne Notre-Dame-des-Landes. Le président de la République a annoncé qu'il y aurait un référendum local. Aujourd'hui, on entend de plus en plus d'élus locaux des départements limitrophes à la Loire-Atlantique de participer à en tout cas pouvoir poser leur opinion, donner leur opinion dans ce référendum. Pour vous, jusqu'où ce référendum devrait avoir lieu, s'il doit avoir lieu? Est-ce que la Manche doit voter, par exemple? Moi, la Manche pourrait demander à voter parce qu'il devait y avoir des survols, etc. Allez, soyons raisonnables. Moi, je pense honnêtement que le président de la République s'est mis dans une nasse, quelque chose d'assez intenable. Moi, je crois à la démocratie représentative. Il y a un temps pour le dialogue, il y a un temps pour parfois des échanges un peu plus vifs, même des occupations, très bien, mais il y a un temps pour la décision. Et vouloir botter en touche avec un référendum qui juridiquement n'est pas très bien établi, avec un corps électoral dont on n'est pas sûr de la composition, des départements voisins qui évidemment ont envie d'être consultés, c'est le meilleur moyen d'aller au fiasco. Et puis moi ce que je crains, c'est qu'à l'avenir tout projet un peu d'envergure soit systématiquement remis en cause par des comités Théodule ou chez je ne sais quoi. En dépit des procédures. En dépit des procédures de débat public. Et on est sur un projet qui s'éternise depuis de très très longues années. 50 ans. On arrive un peu au bout du bout. Refaire un référendum ou passer le bébé sous cette forme-là, ça ne me paraît pas très cohérent, je le dis franchement. Et du reste, cette histoire de référendum, et je ferai une petite parenthèse, pourrait aussi nous jouer de mauvais tours après 2017, quand certains candidats disent « je mettrai par voie de référendum, une fois que je serai élu, un certain nombre de grandes questions ». Moi, je fais partie de ceux qui disent « les grandes questions, on les met sur la table avant l'élection présidentielle et quand on a élu le président, eh bien, dans le paquet, il y a les réformes en question. Sinon, le référendum en France, vous savez, je ne me méfie pas de la démocratie directe, je ne me méfie pas du tout du peuple, je me méfie en revanche des interprétations politiciennes des questions et des réponses. Alors, justement, une question. Laurent de Boissieu-Lacroix. Poser une question sur le fond de Notre-Dame-des-Landes, mais après vous êtes parti sur le référendum. Vous étiez à l'époque, au moment du mariage pour tous, pour un référendum, il me semble. Donc, alors, attendez, on était oui, effectivement, parce qu'on était arrivé à une telle crise, à une telle interrogation que je pense qu'il aurait été bien de donner la parole effectivement au peuple. Là, Notre-Dame-des-Landes, c'est évidemment un projet dit national, bien sûr, mais en réalité, il concerne un territoire. Il ne s'agit pas d'une question qui concernerait l'ensemble des aéroports de France. Il s'agit d'un projet d'investissement. Dans le cadre du mariage pour tous, on n'est pas sur un projet d'investissement, on est sur une vraie question de société, comme d'autres du reste. Après, chacun a son point de vue, etc. Mais ça me paraît vraiment d'une nature très différente et d'une modification substantielle de la loi. Là, il ne s'agit pas de modifier la loi, il s'agit de savoir si un investissement public se fait ou ne se fait pas. Vous voyez que ça n'a rien à voir. Concrètement, donc maintenant, Notre-Dame-des-Landes, il faut envoyer les forces de l'ordre pour, si je vous suis aujourd'hui, c'est une question d'autorité de l'État aujourd'hui qui fait c'est un peu ce que dit Manuel Valls aujourd'hui. Oui, très clairement. Pour moi, c'est une question d'autorité de l'État. Encore une fois, il y a un temps pour l'échange, pour le dialogue, un temps pour la contestation. C'est la démocratie. Et du reste, il est souvent heureux, je le dis sincèrement, d'avoir aussi des poils à gratter. Moi qui suis plutôt pour le nucléaire, je me réjouis, et je le dis sincèrement, c'est pas pour aller pour passer la brosse à reliure, je me réjouis d'avoir des associations comme Greenpeace ou Robin des Bois qui obligent
qui oblige à plus de transparence. Mais il y a un moment, ça limite. L'autorité de l'État se doit d'être respectée. Quand on a des décisions qui ont la force de la chose jugée, eh bien, il faut appliquer. Sinon, honnêtement, l'État n'est pas crédible et c'est la porte ouverte à toute la contestation. Je suis assez légitimiste de ce point de vue-là. Une dernière question d'Alain Baron, Radio Notre-Dame. Vous avez cité tout à l'heure M. Macron. Finalement, certains disent qu'il pourrait presque se présenter aux primaires de la droite et du centre. Quel est votre... Vous avez l'air plutôt... Mais écoutez, il pourra nous rejoindre s'il le souhaite. La porte est grande ouverte. Vous savez bien que aux Républicains, en ce moment, c'est un peu l'auberge espagnole. Donc, tous ceux qui le souhaiteront le viendront. Moi, je préférerais qu'ils nous rejoignent plutôt que l'inverse, qui me paraît du reste assez improbable. Maintenant, très honnêtement, et au-delà de la boutade ou du sourire, si les propositions d'Emmanuel Macron peuvent aider le Parti socialiste et une partie de la majorité à changer un peu son logiciel, à voir qu'une gauche social-démocrate, c'est quand même un peu mieux pour affronter le monde actuel et se tourner vraiment vers le XXIe siècle, alors dans ce sens-là, Macron est très utile, et pas simplement à la droite aujourd'hui, mais plus particulièrement à la gauche, qui doit faire sa révolution. Et on voit bien que ce n'est pas encore tout à fait le cas. Il y a une force politique dont on parle très peu, Philippe Gosselin, ces derniers jours, le Front National. Chez vous, ça se passe comment et comment vous voyez son évolution ? Honnêtement, ça se passe comme dans beaucoup de départements, c'est-à-dire qu'on a une montée aujourd'hui du Front National qui est importante, avec sans doute pour une petite part des vraies adhésions de conviction au programme du Front National, mais en réalité, quand on discute avec les gens, c'est plus et davantage une forme de désespérance, d'ambiguïté, de ras-le-bol, de l'impression de ne pas être écouté, et de protestation et d'être un petit peu déboussolé. C'est vrai, vous savez, nous avec beaucoup d'agriculteurs, d'artisans, de commerçants, de salariés qui sont paumés, je crois que ça aide, ça. Et évidemment, et ça renforce le score du Front National. Ça, c'est évident. Une toute dernière question de Laurent de Boissieu-Lacroix. Nationalement, on voit bien qu'il y a le corps électoral est divisé en 3 tiers, ceux qui va voter, un tiers la gauche, un tiers la droite, un tiers le Front National. Est-ce que finalement, demain, la majorité de demain ne devra pas être une majorité centrale, puisque vous avez dit que Macron ne va peut-être pas assez loin, mais va dans la bonne direction, allant à une partie du PS, l'UDI, le MoDem et une partie des Républicains. Moi, je ne suis pas hostile. Je suis pas hostile à ce que les hommes et les femmes de bonne volonté se retrouvent au-delà des clivages. Encore une fois, c'est ce que nous faisons en votant un texte de renseignement ou de lutte contre le terrorisme proposé par le gouvernement. Mais quand on a dit ça, quand on a fait un appel à l'unité sur le plan économique, etc., qu'est-ce qu'on met très concrètement dedans ? Qu'est-ce qu'on met dedans ? Vous voyez bien que, ne serait-ce que sur la flexibilité, il y a un vrai débat entre la gauche et la gauche. J'ai entendu le discours d'Henri Guénaud au Conseil national des Républicains. Il me semble que vous êtes plus proche d'Emmanuel Macron que d'Henri Guénaud. Oui, par certains aspects, mais en même temps, le fond français est plutôt celui d'un gaullisme social, avec un marché plutôt régulé. Et moi, je trouve que Macron est intéressant sur certains sujets parce qu'il secoue un petit peu le cocotier, mais en même temps, je n'ai pas envie non plus qu'on déréglemente un certain nombre de professions. Enfin, c'était le cas avec l'installation, ça se fera sans doute pas, puisque le projet Noé va être un petit peu à l'eau, où ça sera repris par d'autres, mais le fait de ne plus avoir de conditions de diplôme, par exemple, pour se présenter, ouvrir un salon de coiffure, etc., ça pose quand même quelques questions. Les professions réglementées, je ne prétends pas que ça soit l'alpha et l'oméga, mais l'acte authentique chez le notaire, ça a une force, l'officier ministériel, et une vraie raison d'être. Je fais partie de ceux qui défendent le droit continental, parce que qui tient le droit ? En réalité, tient aussi un petit peu le monde, le raisonnement. Et moi, je refuse une société qui plierait au modèle anglo-saxon. Ça passe aussi par le droit. Donc, c'est le juriste qui parle. Oui, à la décongestion, il faut secouer le cocotier, mais ne pas tout abattre. On a besoin de repères. Très bien. Nous allons marquer une nouvelle pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Je vous rappelle que notre invité aujourd'hui est Philippe Gosselin, député LR de la Manche et secrétaire de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO, cette édition de Face aux Chrétiens, La Croix, Radio Notre-Dame, RCF. Notre invité aujourd'hui, Philippe Gosselin,
député Les Républicains de la Manche et secrétaire de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Il est interrogé par Laurent de Boissieu pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et Damien Le Boulanger pour RCF. C'est Damien qui pose la première question. Et on va prendre un peu de hauteur, Philippe Gosselin, si vous l'acceptez, en parlant des questions internationales. On voit aujourd'hui en Europe, face à la question des migrants, que l'Europe de Schengen est pas mal bousculée. Des pays remettent des clôtures. La Grande-Bretagne refuse d'ouvrir ses portes pour jouer le jeu au sein de l'Union. Pour vous, est-ce que l'Europe de Schengen est morte ? Je ne sais pas si elle est définitivement morte, mais en tout cas, elle est mal en point aujourd'hui. Mais peut-être que l'Europe de Schengen ne s'est pas donné dès le départ les moyens d'être suffisamment efficace. Je crois que l'idée d'un contrôle aux portes extérieures pouvait être une bonne idée, parce qu'on a un principe de libre circulation. Enfin, je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait des petites bijuques, qu'il fallait sortir le passeport, etc. Bon, c'est quand même un peu plus efficace au XXIe siècle de pouvoir passer comme ça, à condition toutefois, ce qui n'a pas été le cas, à condition toutefois qu'on ait aux frontières extérieures de l'Europe et de Schengen des vraies frontières et de vrais contrôles. Et c'est toujours pas le cas. Ce qu'on n'a pas fait, et ce qui n'est toujours pas le cas, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se trouve un peu submergé. Et il faut dire aussi quand même qu'au-delà de la générosité pour des raisons peut-être politiques, historiques de l'Allemagne, il a quand même été très imprudent d'accueillir 800 000, 900 000, 1 million, on ne sait même pas trop exactement, n'est pas le cas en France, Philippe, de réfugiés, ce qui n'est pas le cas en France. On en accueille très peu. En fait. Et effectivement, on en accueille très peu. Il semblerait, ça a été dit et redit, qu'il n'y ait pas un désir de France, mais on peut être inquiet pour les mois qui viennent. Alors pas avec nécessairement des centaines de milliers de personnes qui viendraient de Syrie ou d'ailleurs, mais je rappelle, et c'est pas la question directe, mais qu'on pourrait avoir quelques inquiétudes dans les mois qui viennent avec l'Algérie. On a un président Bouteflika qui est plutôt mourant, ou qu'on maintient un peu artificiellement, qui je ne souhaite aucun mal, mais la réalité est quand même celle-ci, avec un pays qui est en train de s'écrouler totalement économiquement, qui était sous perfusion grâce aux hydrocarbures, et aujourd'hui, rien n'est sûr en Algérie, et si les choses devaient aller mal, vous voyez bien, là, cette fois-ci, c'est pas l'ensemble de l'Europe qui aurait des difficultés, mais plutôt des aspects franco-français. Et nous ne parlons pas de la Libye, qui est l'objet de je ne parle pas de la Libye, qui est très l'objet de importante. préoccupation aujourd'hui un peu plus Damien Le Boulanger. Mais pour vous, il faut défendre coûte que coûte cette Europe de Schengen, ou il faut commencer à penser à la remodifier, à la faire à différentes échelles. Moi, je crois qu'on en revient une fois de plus à cette idée de cercle concentrique ou d'une Europe à plusieurs vitesses. Voilà, il y a un noyau dur de pays qui sont clairement identifiés, qui sont capables d'aller au-delà, et je crois qu'il faut se recentrer davantage là-dessus, et puis dire aussi que d'autres ont laissé quand même filer les choses. Enfin, je suis désolé pour nos amis grecs, mais il y a quand même quelques passoires plus grandes dans certains pays que d'autres, même si il faut relativiser aussi mon propre propos, dans la mesure où la géographie fait que les choses sont pas si simples. En tout cas, pour terminer et conclure peut-être provisoirement sur ce point, nous sommes dans une situation exceptionnelle, donc il faut des moyens exceptionnels, voire dérogatoires. Schengen a encore une raison d'être, même modifiée et un peu passoire. Ça veut donc dire qu'il faut pallier les insuffisances de Schengen avec d'autres dispositifs européens, mais sans doute aussi, et très sûrement, des dispositifs beaucoup plus nationaux. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, parmi ces migrants, il y a le problème des chrétiens d'Orient, qu'on accueille volontiers en France. En même temps, les évêques locaux disent qu'il faut mieux qu'ils restent sur place. Oui. C'est quoi la bonne solution selon vous ? Écoutez, moi j'étais avec Monseigneur Jean Bart, qui, malgré un nom très, très, très français, et d'ailleurs des origines bretonnes, parce que je lui ai posé la question. Donc un ancêtre corsaire a fait souche il y a plus de 300 ans, et voilà comment Monseigneur Jean Bart qui est évêque d'Alep.
et ville martyr et depuis trop longtemps malheureusement, qui nous disait avec insistance, mais aidez-nous, bien sûr, mais surtout permettez-nous de revenir ou mieux encore de ne pas partir. Et citant ce que faisaient d'autres pays, je pense au Canada, qui effectivement accueille volontiers des chrétiens d'Orient, mais petit à petit, on est en train de vider, si je puis dire, de leur territoire. Ils sont chez eux, ces chrétiens d'Orient, chez eux. On est en train de les exfiltrer d'une certaine façon. Et là, je le dis très modestement, je ne sais pas quelle est la meilleure solution. Mon envie profonde est de leur permettre de rester chez eux. Sauf qu'aujourd'hui, je vais être un peu ambigu parce que la situation est compliquée et ambiguë. Aujourd'hui, si on peut les protéger en les faisant venir ici, en les accueillant, bien, il faut le faire aussi. Enfin, soyons pas naïfs. Laurent de Boissieu-Lacroix. Quelle peut être, selon vous, je ne dis pas la solution, mais en tout cas une piste pour démêler le problème Syrie-Irak? On voit la Turquie contre les Kurdes, la France, une coalition contre Daesh, mais pas avec la Russie qui est également contre Daesh, mais aussi contre les autres opposants. Et quelle doit être aussi la relation qu'on doit avoir avec le régime de Bachar el-Assad? Écoutez, c'est forcément une relation particulière. Nul ne pourra contester le fait qu'on a un autocrate, un sanguinaire, c'est évident. Maintenant, sans être cynique, l'expérience de l'Irak, pire encore de la Libye, nous montre qu'il ne suffit pas. Ça peut paraître très cynique, je le sais, mais qu'il ne suffit pas de renverser un tyran, un dictateur, pour que les choses aillent mieux. Alors, est-ce qu'il faut se contenter que ça aille moins mal ? Peut-être de façon temporaire, en donnant davantage le temps à l'opposition de pouvoir s'organiser. Mais ça suppose en tout cas que les pays qui interviennent ou qui souhaitent intervenir ou qui souhaitent se protéger, qui souhaitent aider, peu importe l'ensemble des motivations, soient davantage en cohérence. Et je trouve qu'on a trop longtemps joué sans se préoccuper des Russes. 2 pays, 3 si on inclut évidemment le Royaume-Uni, les anglo-saxons, on va dire au sens large, Royaume-Uni et américains, mais 2 pays ont une présence historique sur le secteur, la France et la Russie. La France et la Russie. Et je trouve honnêtement que notre diplomatie, pour des raisons politique a vraiment failli sur ce plan-là. La Russie, aujourd'hui, vous diriez qu'elle libère Alep ou qu'elle martyrise Alep? C'est forcément ambigu. Philippe Gosselin. Et évidemment, quand les frappes sont faites, il y a une ambiguïté, mais globalement, il me paraît quand même qu'elle libère davantage Alep. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Il faut que la France intervienne en Libye, sur le terrain ou par voie aérienne? Par voie aérienne, moi je pense que le terrain, la Libye, vous voyez bien la situation en Libye, il n'y a plus d'État libyen, on en est à se dire qu'on a des grandes taches sur une carte avec des zones d'influence. En réalité, aujourd'hui, même ces grandes taches correspondent à pas grand-chose. On a, et c'était déjà le cas avant, mais on a un pays qui est divisé en zones tribales. On avait d'ailleurs un président qui avant savait très bien jouer, un dictateur qui savait très 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 bien jouer sur les rivalités tribales pour mieux asseoir son autorité. Mais chasser le naturel, il revient au galop. Et je ne suis pas fataliste en disant ça. Je ne dis pas que la Libye est définitivement vouée à l'éclatement, mais on n'a pas d'État. Et vu les difficultés au sol, je crois qu'alors là, en Libye, il serait très, très imprudent d'engager, à ce stade en tout cas, des opérations au sol, vraiment. Damien Le Boulanger, RCF. Sur ce plan-là, est-ce que pour vous, l'arrivée de Jean-Marc Ayrault à la tête du Quai d'Orsay peut être une bonne chose pour la diplomatie française? Avant ça, vous me permettrez un tout petit commentaire sur le nouveau gouvernement. Sur le nouveau gouvernement. Allez, laissez-vous aller, Philippe Gosselin. Je me laisse aller avec... vous savez que le Normand, disait Tocqueville, est violemment modéré. Alors, je vais tâcher d'être violemment modéré. Oui. Mais il y a un peu d'ironie, effectivement, dans mon propos et un petit sourire. C'est pas la première fois, effectivement, qu'on a un ancien Premier ministre qui revient au ministère des Affaires étrangères. Et c'est plutôt bien, honnêtement, avec une certaine carrure. Très bien.
Sauf que là, ça manque quand même pas de sel. On a un ancien Premier ministre qui a été gentiment écarté. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ou pas très gentiment. Pas très gentiment, en l'occurrence, on est bien d'accord, et qu'on réintroduit dans le circuit. Bon, c'est quand même assez curieux. Donc, moi, je le respecte parce qu'effectivement, il a l'autorité, et ça, c'est très bien, de l'ancien Premier ministre, et c'est pour dire un peu trivialement les choses, Ayrault n'est pas un mariole. Voilà, donc c'est très bien. Mais pour la diplomatie. Mais pour la diplomatie française, très honnêtement, je ne sais pas aujourd'hui si c'est un vrai plus. Le vrai plus me semble davantage dans les mains du président de la République. Et c'est pas simplement le domaine réservé de la 5e, mais c'est vraiment là où j'attends, moi, le chef de l'État. Et je suis pas sûr qu'aujourd'hui, les choses soient très claires du côté de l'Élysée encore. Une dernière question d'Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, les Britanniques menacent de quitter l'Union européenne. Ça serait vraiment une catastrophe si le Royaume-Uni quittait l'Union ? Écoutez, les jours de mauvaise humeur, j'ai envie de dire qu'ils partent et puis qu'on n'en parle plus. Parce que je suis quand même un petit peu inquiet du départ. Bien sûr, ça serait un coup de Trafalgar, pour peu qu'en plus on ait une Catalogne, ça n'a rien à voir, mais une Catalogne qui explose à un moment ou un autre, qu'on ait d'autres mouvements ici et là. Mais quand même, c'est très ambigu. Thatcher avait réussi avec le Give me my money back, rendez-moi mon argent, avait réussi à descendre énormément les contributions, et de façon indue, les contributions britanniques. Là, on voit bien qu'on va avoir quelque chose forcément de compromis pour ne pas qu'ils partent, et encore, ça suffira peut-être pas. Donc d'autres pays peuvent être aussi tentés de vouloir renégocier. Peut-être qu'après tout, s'il devait y avoir un départ des Britanniques, ça ne serait pas une aussi grande catastrophe que ça. Maintenant, n'essayons pas non plus de jouer avec le feu. Des négociations raisonnables ne me gênent pas, à condition qu'en effet elles soient raisonnables. Oui, pour être bon, et là aussi je serais trivial, mais pas avec un C. D'accord. Damien Le Boulanger, en un mot. Frédéric Mounier soulignait en introduction votre attachement au catholicisme. Est-ce à dire que comment voyez-vous la rencontre historique qui a eu lieu vendredi dernier entre le pape François et le patriarche orthodoxe de Russie, Kirill ? Est-ce que pour vous c'est un pas sur lequel il faut aller plus loin ? Moi, je trouve ça quand même assez formidable. Philippe Gosselin. Depuis le XIe siècle, depuis 1054, il n'y avait pas eu cet échange, même si en réalité, en pratique, avec tout le monde sait très bien qu'il y a d'autres échanges qui se font. Enfin bon, mais voilà, moi je crois aussi de temps en temps à la force des symboles. En plus à Cuba, bon, vous voyez quand même, c'est que de symboles pour un même événement. Donc je trouve ça très bien. Maintenant, là aussi, on peut être homme de foi et doué de raison. J'attends pas des changements immédiats ni profonds. L'Église orthodoxe a toujours eu son propre chemin. Très national. On voit bien, très national. On voit bien aujourd'hui comment Poutine et l'Église orthodoxe exalte l'âme slave, y compris d'ailleurs au Proche et au Moyen-Orient, là aussi pour des raisons historiques, de protection des lieux saints. Alors là, on peut rappeler la Sublime Porte, etc., et revenir à François Ier pour nous, mais on en revient finalement à des convergences. Et peut-être que tout ça, au final, moi qui suis quelqu'un de toujours très optimiste, sont des signes d'encouragement pour l'avenir, de ponts qui se recréent, et à vue d'homme, c'est sans doute tout ça très ténu, mais vous savez bien que les voies du Seigneur sont impénétrables. Là, je le dis en souriant. Voilà. Mais en tout cas, c'est un bon signe, un beau symbole. Une excellente conclusion pour cette dernière partie de Face aux chrétiens. Merci à vous, Philippe Gosselin. Merci à vous. Vous étiez donc notre invité. Je rappelle que vous êtes député LR de la Manche et secrétaire de la commission des lois. Notre invité la semaine prochaine sera François Bayrou. François Bayrou, maire de Pau, président du MoDem. D'ici là, vous pouvez évidemment retrouver l'ensemble de nos éditions de Face aux chrétiens sur les sites respectifs de La Croix, de KTO, de Radio Notre-Dame et de RCF. Merci à vous tous de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci.